Blade est un héros fainéant qui a failli être effacé de l'existence par le roi démon. Fatigué de se battre, il se cache dans une académie de héros et fait semblant d'être un raté, mais il utilise secrètement ses compétences à l'épée pour battre tous les méchants à l'école. Tout commence le premier jour de classe quand Blade fait une scène joyeuse et se présente à certains élèves, espérant se faire une centaine d'amis. Soudain, le meilleur élève, Ernest, apparaît et commence à donner une leçon à tout le monde sur le respect des règles et des règlements. Ainsi, une élève nommée Cassim explique qu'elle est une rabat-joie agaçante. Quand les étudiants expliquent qu'il est en fait un étudiant transféré, Ernest se demande s'il a piraté le portail d'admission puisque l'école n'admet que les héros. Cependant, Blade lui demande de lui montrer le chemin vers le bureau du directeur pour changer de sujet. En arrivant au bureau du directeur, Ernest panique quand elle se rend compte que Gilles le roi est le nouveau directeur. Après cela, Gilles lui demande de partir car il doit discuter d'un problème privé avec Blade. Apparemment, les deux se connaissent. Alors quand elle part, Blade demande à Gilles ce qu'il fait à l'école et il révèle qu'il aimerait que Blade retrouve ses pouvoirs de héros. Cependant, Blade insiste sur le fait qu'il souhaite rester ordinaire, mais le roi annonce qu'il a apporté quelques changements au programme car l'école essaie de former des héros comme lui. En entendant cela, Blade commente qu'il n'y a pas besoin de cela puisque le roi démon est parti. Mais le Gilles ne changerait pas d'avis. Plus tard sur le terrain d'entraînement, Ernest aperçoit Blade et lui demande s'il s'est encore perdu. Blade explique alors qu'il a été référé à la classe avancée après avoir passé les examens de la classe inférieure. Furieux, Ernest insinue que l'académie n'est pas pour les imbéciles comme lui, mais Blade lui dit de se détendre et continue son affaire de se faire des amis. Agacé, Ernest l'appelle et il répond en lui tapotant la tête. Soudain, Ernest dégaine son épée pour exposer sa beauté intérieure, mais à sa surprise, Blade esquive l'attaque. Juste à ce moment-là, Sophie les interrompt, mais Blade se présente immédiatement alors qu'elle rend le geste. Après avoir passé du temps à tisser des liens par des poignées de main, Ernest informe l'instructeur qu'elle aimerait tester les capacités de Blade. Quelques minutes plus tard, elle défie Blade de découper un mannequin chevalier en métal enchanté pour prouver qu'il n'a pas dansé sur une barre de pole dance pour obtenir une place à l'académie. Soudain, Blade se charge et exécute une série d'attaques de dragon, ce qui non seulement anéantit sa cible, mais enlève aussi un morceau des murs de l'académie. Ensuite, lorsque l'épée s'effrite dans les mains de Blade, Ernest apparaît et lui demande qui il est. Voyant à quel point son attaque a ruiné le style de tout le monde, Blade dit qu'il est juste un mec ordinaire. Pendant le déjeuner, lorsque Blade s'assoit pour manger avec Ernest, elle lui fait réaliser qu'il franchit des limites que personne n'a jamais franchies. Après cela, elle s'excuse de l'avoir regardé de haut, mais il dit qu'elle ne devrait pas s'en soucier puisque déjeuner ensemble fait d'eux des amis. En entendant cela, Ernest brille comme un panneau stop tandis que les autres garçons réalisent qu'il ne faut pas des répliques de Shakespeare pour faire le travail. Plus tard, alors qu'Ernest s'enthousiasme à l'idée de se faire un nouveau petit ami, son épée attire son attention. Il y a quelque temps, quand elle était plus jeune, elle avait touché l'épée qui avait changé son apparence et exigeait qu'elle tranche et brûle. Cependant, Ernest serre l'épée et insiste sur le fait qu'elle ne cédera pas à ses exigences. Le jour suivant, pendant l'entraînement, Ernest s'est entraîné avec les autres stagiaires et les a fait plier comme un origami. Cependant, lorsqu'elle appelle Blade pour prendre leur place, elle tremble soudainement et s'effondre, mais Blade est rapide pour la rattraper. À la clinique, Blade demande à la guérisseuse de réparer Ernest comme elle l'a fait pour lui, mais elle dit que les malédictions et les sorts ne sont pas son domaine d'expertise. Soudain, Ernest se réveille et descend du lit pour partir, mais la guérisseuse se met sur son chemin. Sentant que des ennuis se préparent, Blade suggère qu'elle laisse Ernest partir tandis qu'il veille sur elle. Plus tard dans la nuit, Blade s'introduit dans une installation après avoir anéanti les gardes de sécurité et recherché l'épée d'Ernest. Le jour suivant, quand il rencontre Ernest, Blade révèle qu'il connaît le secret de son épée, ce qui la surprend. Ensuite, il explique que bien que l'épée soit puissante, elle n'en a pas le contrôle total. Quand il demande comment cela s'est passé, Ernest raconte qu'elle a touché par erreur une épée de démon maudite en la garde de sa famille et qu'elle l'a possédée. Alors, Blade fait remarquer qu'elle n'est pas totalement possédée, et Ernest ajoute qu'elle doit dominer l'épée. Plus tard dans la nuit, Ernest défie Asmodeus, le démon de l'épée, à un duel pendant que Blade regarde. Peu après, Ernest tombe dans les bras de Blade et annonce qu'elle est revenue un peu plus tard sur le terrain d'entraînement. Alors que Blade s'entraîne avec un gros et un Wolverine de fortune, il esquive leurs attaques et les fait mordre la poussière. En voyant cela, Ernest suggère à Blade de dégainer son épée pour que ses adversaires se sentent moins comme des épouvantails mobiles. Peu intéressé, Blade remarque qu'elle a l'air différente. Alors Ernest lui demande ce qui a l'air différent. Et après y avoir réfléchi, il dit qu'il n'en a aucune idée.
Juste à ce moment-là, Léonard le réprimande pour ne rien comprendre au langage des filles. Après cela, Ernest attire l'attention de Blade sur Sophie et lui demande de la surveiller pendant que Léonard se lamente d'être ignoré comme un tas d'ordures. Pendant que Blade se demande pourquoi Sophie est toujours seule, Ernest explique qu'elle est une gardienne dont la première action indépendante a été de se présenter à Blade. En entendant cela, Blade s'approche de Sophie et dit qu'on lui a demandé de surveiller son entraînement. En réponse, Sophie demande si c'est un ordre, mais Blade dit qu'il est là pour l'aider en tant qu'ami. Juste à ce moment-là, Sophie révèle qu'elle ne sait se battre qu'avec ses poings. Alors Blade dit qu'il va lui apprendre d'autres façons de se battre. Cependant, avant qu'il ne puisse commencer son tutoriel, l'instructeur a annoncé que l'entraînement était terminé. Malgré cela, Sophie et Blade continuent l'entraînement à l'épée, mais comme elle ne comprenait pas, Blade lui montre comment faire. Quand le soleil s'est couché, Sophie finit par couper les chevaliers mannequins avec l'épée, tandis que Blade souligne qu'elle apprend vite. Cependant, lorsque Sophie demande si elle est assez bonne pour affronter Ernest, Blade dit que cela prendrait du temps pour elle de le faire. Sophie lui jette alors l'épée et le met immédiatement à terre, tout en affirmant que son combat rapproché est mieux. Le lendemain, au bureau du directeur, Jill demande à Blade comment il va et il révèle qu'il s'est fait quelques amis. Amusé, Jill demande qui est son ami et Blade indique qu'il en a quelques-uns, mais son nouvel ami est Sophie. En entendant cela, le roi dit qu'il aurait dû s'y attendre puisque Sophie est forte. Quand Blade le confirme, Jill explique qu'elle est encore incomplète, car le but était qu'elle soit complétée pour le surpasser. Choqué, Blade demande de quoi il parle, et Jill révèle que Sophie est le 12e clone d'un humain, modifié pour exhiber les pouvoirs de Blade. Quand Jill souligne que Sophie n'est qu'un objet expérimental, Blade se fâche, mais Jill le rassure qu'il a mis fin à l'organisation. Soudain, Blade se précipite en pensant que Sophie a été privée d'une vie normale et se reproche cela. Il promet alors de s'assurer que Sophie puisse vivre une vie normale, bien qu'il ne sache pas ce que cela signifie. Il se dirige donc d'abord vers la guérisseuse et lui demande à quoi ressemble une vie normale pour les gens de son âge. En réponse, elle dit qu'elle va lui apprendre tout ce qu'il a besoin de savoir sur la vitalité de la jeunesse. Impatient, Blade s'élance, pensant qu'il a la réponse. Puis il va poser des questions à ses amis, auxquelles il obtient des réponses partielles. Finalement, il apprend qu'il est normal d'avoir des rendez-vous. Alors il demande à Ernest à ce sujet. Mais elle panique, pensant qu'il est sur le point de l'inviter à sortir. À sa grande surprise, Blade s'élance, ce qui l'agace et la fait se demander qui est la fille malchanceuse. Peu de temps après, Blade arrive dans le vestiaire des femmes et entre impatiemment. Faisant abstraction des pointeurs suspendus autour de lui, il invite Sophie à sortir avec lui et elle accepte sa proposition. Le lendemain, pendant que Blade attend son rendez-vous, Ernest et quelques filles se mettent leur chapeau de détective, et quand Sophie arrive, Blade remarque qu'elle est en avance. Sophie demande alors si c'est normal car elle ne connaît rien au rendez-vous. Blade répond alors qu'il a tout prévu puisqu'il a étudié dur pendant la nuit. Ensuite, il présente un aperçu de leur programme pour la journée, ce qui fait se demander à leurs suiveurs pourquoi cela ressemble plus à une mission des forces spéciales. Alors Sophie tient le bras de Blade alors qu'ils partent. Mais Ernest n'était pas tellement content de voir ça. Alors que ses compagnons essaient de la convaincre que c'est normal lors des rendez-vous, ils réalisent qu'ils ont perdu leur cible. Finalement, quand ils trouvent Blade et sa compagne, ils ont élevé la traque à un niveau supérieur, pendant que le couple improvisé s'amusait. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils sont à leur dernier rendez-vous, Sophie demande à Blade pourquoi il se donne tant de mal et il explique que c'est parce qu'ils sont amis. Surprise, Sophie annonce alors qu'elle a un secret qu'ils devraient connaître s'ils veulent vraiment être amis. Elle révèle alors qu'elle est une expérience incomplète créée pour être un héros artificiel. Quand elle ajoute qu'elle a reçu des pouvoirs héroïques artificiels gris, Blade se demande ce que c'est, alors elle lui montre qu'elle peut modifier les lois de la physique et explique qu'elle ne peut pas totalement contrôler ses capacités. Après avoir effectué une manœuvre de manipulation de la gravité, Sophie fige le temps un moment et explique qu'elle peut utiliser ses pouvoirs pendant seulement 10 secondes. En entendant cela, Blade révèle également qu'il est le grand héros qui a perdu ses pouvoirs et se reproche la situation de Sophie. Tout en expliquant qu'il n'a pas choisi d'être un héros, Sophie le console et révèle que lors de son voyage pour découvrir son identité, elle a rencontré beaucoup de gens qu'il a sauvés pendant ses jours de héros. Quand Sophie ajoute qu'elle aimerait devenir comme lui, Blade décide de ne pas laisser son passé le déranger. Le lendemain, pendant le déjeuner, Blade et Sophie jouent le couple mignon, agaçant Ernest. Juste à ce moment-là, certains de leurs amis arrivent et se joignent à eux à la table. Jessica montre ensuite sa paire de rien et demande à Blade comment est sa tenue. Coquine, coquine. Tandis que Blade se demande pourquoi elle demande cela, Ernest les félicite d'avoir rejoint la classe avancée. Surpris,
Blade se rend compte que c'est pourquoi ils peuvent s'habiller librement, alors il fait remarquer que Jessica doit avoir froid dans sa tenue. Soudain, Léonard joue les princes charmants et amuse Jessica avec ses répliques. Pendant qu'il continue à parler de ses talents romantiques, Ernest l'interrompt et demande à Blade s'il sait que le roi amène une bête magique à l'école. Imperturbable, Blade dit que le vieil homme est plein de tels tours. Mais lorsqu'Ernest essaie de le réprimander pour son manque de respect envers le roi, tout l'endroit est secoué par une étrange vibration. Tandis que les chevaliers paniquent, Blade apparaît avec une assiette de nourriture et aperçoit un dragon qui se tient là. Il s'approche ensuite, mais s'arrête lorsque le dragon devient furieux. Soudain, Blade saute et étourdit le dragon avec un coup, surprenant tout le monde. Blade souligne alors qu'il s'agit d'un jeune dragon que n'importe qui peut abattre. Cependant, lorsqu'il lit l'incrédulité sur les visages de son public, Blade se rend compte qu'il a dû dépasser les limites. Soudain, le dragon se transforme en une jeune fille qui saute alors sur Blade et l'appelle « Papa ». Surpris, Blade demande pourquoi elle l'appelle son parent. La fille dragon explique que seul un parent pourrait l'assommer comme il l'a fait plus tôt. Plus tard dans la nuit, alors que Blade lave Q dans la baignoire, elle lui demande pourquoi il l'a nommé Q, et Blade explique que c'est le nom d'un chevalier dévoué qui tenait toujours ses promesses. Soudain, Ernest entre et panique en voyant Blade dans le bain. Cependant, pendant qu'elle explique ce qu'elle a découvert sur les dragons se transformant en humains, Q ouvre soudainement les rideaux pour annoncer qu'elle adore son nouveau nom. Choqué par la scène, Ernest laisse l'empreinte de sa botte sur le visage de Blade et s'enfuit rapidement, laissant Blade se demander ce qu'il a fait de mal cette fois. Pendant le déjeuner, Ernest lance un regard mortel à Blade pendant qu'il nourrit Q. Cependant, lorsque Claire essaie également de la nourrir, Q lui fait peur et exige que Blade lui prête attention uniquement à elle. De plus, Q dit qu'il doit lui faire des bisous du matin chaque jour, alors Blade accepte. D'accord, mais les autres femmes paniquent pendant qu'ils se demandent sans comprendre de quoi il s'agit. Pour aggraver les choses, Q révèle qu'il passe trop de temps sur Bingo Live et souligne que ce n'est pas acceptable avant de partir. En entendant cela, tout le monde panique et déclare Blade coupable. Plus tard, pendant que Q se promène, elle trouve des débutants qui s'entraînent et les regarde. Il lui demande si elle veut se joindre à eux, mais elle dit qu'ils ne sont pas à sa hauteur et s'en va rapidement. Plus tard dans la soirée, Ernest rend visite à Blade et lui rappelle qu'il ne peut pas continuer à jouer au papa avec le dragon. Mais Blade dit que s'il ne le fait pas, Q finira tout seul dans le monde. En entendant cela, Ernest réalise que Blade est déterminé à être un père célibataire. Elle appelle Sophie, qui est incognito, et lui demande si elle est aussi rassurée. Elle sort alors de l'ombre et Blade explique que les choses se passent bien avec Q. Après que Sophie ait pris congé, Ernest dit qu'elle rentre aussi pour éviter que des rumeurs ne se répandent sur le fait qu'elle se soit éclipsée pour aller voir un garçon la nuit. Lorsqu'il revient dans la chambre vide du dortoir, Blade grimpe et rejoint Q pour admirer la vue des lunes. Il demande ensuite à Q si elle veut se faire des amis, mais elle explique comment les dragons sont différents des humains et ajoute que le seul ami dont elle a besoin, c'est lui. Le lendemain, dans le bureau du directeur, le roi souligne qu'il n'a pas les compétences pour faire du babysitting, tandis que Blade essaie de lui faire comprendre que seuls 2 d'entre eux peuvent s'occuper de Q. Juste à ce moment, il demande des nouvelles de Q et le roi raconte comment son essai de babysitting a fini en dispute. Énervé, Blade demande si le roi est bon à autre chose que remplir une chaise. Dommage émotionnel. En rentrant chez elle, Blade entend Q jouer avec ses jouets et réalise qu'elle connaît tout le monde à l'école. Sensing son ennui, Blade s'éloigne distraitement en ignorant Ernest. Soudain, Ernest entend un fort bruit et va voir ce qui se passe. Elle découvre alors que Blade se cogne la tête contre le mur et l'arrête. Ensuite, Blade explique que Q a besoin d'amis, mais que c'est impossible car les dragons ne peuvent pas reconnaître quelqu'un de plus faible qu'eux comme un égal. Pour se faire des amis, elle devra être vaincue par ses amis potentiels. Ernest le traite ensuite de fou arrogant pour avoir refusé de demander de l'aide quand il en avait besoin. Le jour suivant, Blade et Ernest rendent visite aux stagiaires de la classe de base, les surprenant. Blade les supplie alors de combattre un dragon. Cependant, l'idée leur semble ridicule, alors ils se mettent tous deux à genoux pour convaincre les stagiaires. Juste à ce moment-là, d'autres membres de la classe avancée arrivent et se mettent à genoux pour faire la même demande. Finalement, les stagiaires décident de combattre le dragon. Le jour suivant, Q atterrit sur le terrain d'entraînement où tout le monde à l'école attend, prêt au combat. Pendant ce temps, le roi profite de la vue avec une coupe de vin et souligne qu'il avait envie d'un peu d'action depuis un moment. Blade assure alors Q que cela va être un combat équitable et loyal, tandis qu'Ernest dégaine son épée et commande le reste des stagiaires. Ensuite, la bataille commence avec Q essayant de griller ses
adversaires qui s'enfuient alors pour sauver leur vie. Cependant, Ernest lance une contre-attaque et leur rappelle pourquoi ils sont à l'école. Soudainement, les stagiaires se mettent en formation et encerclent Q. Cependant, elle brise la formation d'un coup de queue. À ce moment-là, les stagiaires lancent une série d'attaques contre Q, tandis qu'Ernest commande à ses troupes d'entamer des attaques à longue portée. Après cela, Q devient furieuse et envoie de nombreux stagiaires valser avec sa queue, tandis que Jill analyse la situation et souligne qu'une bête recouverte d'écailles est immunisée contre les attaques ordinaires. Pendant que les guérisseurs soignent les blessés, Q sème encore plus le chaos. Alors Jill suggère à Blade de faire quelque chose avant qu'il ne reste que des os et des cendres. Il attend donc une ouverture et donne un ordre. Soudain, Sophie saute et assomme Q avec un crochet du gauche mortel, tandis qu'Ernest la frappe avec des flammes de son épée. Voyant cela, Jill souligne que cela ne suffira pas, mais Blade dit que c'est suffisant pour que Q perde conscience de son environnement. Juste au moment où Q tombe dans un piège à fosse, Jill dit qu'il pensait que c'était un combat loyal, mais Blade explique que Léonard a creusé la fosse quand le combat a commencé. Les stagiaires se précipitent donc pour maîtriser Q, mais elle les attaque avec un souffle de feu. Ernest lève alors son épée pour riposter, mais Asmodeus proteste d'être surmené. Fâché, Ernest lui dit d'arrêter d'être lâche et frappe Q avec une autre attaque de feu. Ensuite, elle ordonne à Léonard de lancer une attaque, mais quand il le fait, il se fait mettre à terre comme une vieille habitude. Arrêtez ça. Obtenez un peu d'aide. En ayant assez, Q bat des ailes et essaie de voler, mais Ernest la fait tomber en plein vol tandis que Sophie la pousse dans le trou avec sa manipulation de la gravité. Malgré son épuisement, Ernest parvient à extraire quelques flammes d'Asmodée tout en canalisant la force de ses camarades. Soudain, elle frappe Q avec une attaque explosive qui lui ôte l'envie de se battre. Ensuite, Q boude pour avoir perdu et s'excuse auprès de Blade d'avoir été faible. Cependant, il lui fait réaliser que les humains sont plus forts, alors Q supplie tout le monde d'être ami avec elle et ils acceptent. Quelque temps plus tard, l'assistant de Jill demande ce qu'il cuisine car il semble être de bonne humeur. En réponse, Jill dit que depuis que ses étudiants ont grandi, il a organisé une méthode d'entraînement encore plus impressionnante utilisant la réalité virtuelle, créée en utilisant une branche perdue de la magie appelée science. Pendant ce temps, pendant que les stagiaires déjeunent, Blade fait remarquer qu'Ernest a l'air un peu différent, et cela déclenche immédiatement tout le monde dans une frénésie. Alors qu'ils essaient de faire en sorte qu'Ernest se sente mieux, Léonard essaie d'embellir le fait qu'elle a pris de l'ampleur. Soudain, Blade comprend et souligne qu'elle a pris du poids. Embarrassé, Ernest panique et s'enfuit, tandis que ses amis le déclarent coupable de fat-shaming. 3 jours plus tard, tandis que Blade boude, Q essaie de le consoler et ses amis s'inquiètent pour lui. Ils demandent alors si Ernest le pardonnera s'il s'excuse, mais elles font remarquer que comme il n'a qu'une demi-cervelle, il ne fera que la rendre plus en colère. En entendant cela, Blade s'effondre, mais les filles annoncent qu'elles iront avec lui. Peu après cela, ils arrivent à la porte d'Ernest, et comme elle ne veut pas ouvrir, Jessica décide de mettre ses compétences de voleuse à profit. En entrant dans la pièce, il trouve Ernest accroupi dans un coin, alors Q saute sur elle, tandis que l'autre allume la lumière. C'est alors qu'il remarque Ernest dévorant sa réserve de beignets. Quand elle réalise qu'elle est démasquée, Ernest explique qu'elle a eu plus faim depuis la bataille avec Q. En réponse, Blade demande s'ils sont toujours amis, et Ernest révèle qu'elle l'a évité parce qu'elle ne voulait pas qu'il la voie gonfler. Excité, Blade décide de prendre congé, mais les dames le retiennent et l'exhortent à dire quelque chose de gentil à Ernest avant qu'elle ne devienne un cas désespéré. Alors Blade tente le coup, mais finit par encourager son côté gourmand, ce qui énerve Jessica et Claire. À ce moment-là, ils demandent à Léonard de lui montrer comment faire. Malheureusement, Monsieur Romantique appelle par erreur Ernest en surpoids et se fait expulser dans l'oubli. Après cela, Blade réessaie et promet d'aider Ernest à retrouver la forme puisqu'ils sont tous amis. Le jour suivant, ils inscrivent Ernest chez Fit-Femme et commencent à brûler ses calories. Ensuite, Claire annonce qu'elle a fait préparer un repas juste pour Ernest dans la cuisine. Cependant, lorsqu'elle découvre le plat, elle demande s'il y en a plus caché quelque part. Mais Jessica souligne qu'elle doit réduire son apport calorique. Plus tard, Ernest passe un moment dans le sauna et juste au moment où elle est sur le point de cuire, elle panique et sort de la pièce. Étonnamment, elle trouve ses amis qui l'attendent avec une balance et elle monte dessus. Cependant, la balance s'effondre sous son poids. « Bonne nuit ma fille, je te verrai demain ». Laissant ses amis perplexes. Juste à ce moment-là, Blade jette un coup d'œil d'en haut, mais il est assommé par un bol. Lorsqu'il atterrit sur le sol, Cassim et Clay le complimentent pour être un héros, mais Blade insiste sur le fait qu'il est juste un gars ordinaire.
Pendant ce temps, les dames essaient de trouver un moyen pour qu'Ernest perde du poids. Le lendemain, sur un terrain d'essai, Ernest lance une épée à Blade et dit qu'elle aimerait essayer quelque chose de différent. Il souligne ensuite que le terrain d'essai est à l'épreuve de la magie, au cas où les choses tourneraient mal. Elle sort alors son épée et demande à Blade s'il la félicitera si elle perd du poids. En réponse, Blade dit qu'il le fera, alors Ernest se charge et est bientôt englouti par les flammes de son épée. Alors que l'incendie fait rage, Sophie et le reste de l'équipe arrivent et demandent si c'est Ernest qui brûle. Blade leur dit alors de se détendre et de regarder. Soudain, Ernest apparaît dans les flammes et annonce que ça a marché. Mais Asmodée explique alors que sa forme actuelle est immunisée contre toutes les attaques physiques. Après cela, il demande un ennemi à enflammer, mais Ernest répond en disant que c'est sa graisse corporelle qui doit être brûlée. Surpris par cela, Asmodée révèle que sa forme actuelle consomme 1 million de calories par heure. Donc Ernest s'excite en pensant « Qui a besoin d'un tapis roulant quand elle peut passer en mode démon ?» Cependant, lorsqu'elle s'effondre soudainement et dit qu'elle a faim, Ernest passe en mode bête et se précipite vers ses amis pour les avoir au déjeuner. Alors, Blade tire son épée et lance une attaque qui éteint les flammes d'Ernest. Quelques jours plus tard, Blade et le reste de la bande rendent visite à Ernest et la trouvent en train de charger à nouveau des glucides. Quand ils s'en plaignent, elle dit qu'elle peut facilement les brûler en se transformant en démon de flamme. Ensuite, après un contrôle avec le guérisseur, elle souligne qu'il semble avoir fait des progrès, alors Blade demande s'il peut utiliser à nouveau ses pouvoirs. Mais le guérisseur explique qu'il mourra s'il utilise une fraction de ce qui était autrefois toute sa puissance. Sur le chemin de la sortie, il est appelé par Claire, qui le présente ensuite à Maria, son amie. Lorsque Blade dit qu'il se souvient qu'elle était maladroite pendant le combat, Maria se sent écrasée par le poids de ses commentaires et admet être maladroite. Ensuite, elle demande si Blade pourrait la tuer si elle perd le contrôle d'elle-même. Pour qu'ils comprennent, Maria explique à toute la bande qu'elle n'est pas humaine. Blade indique alors qu'elle doit être un démon nocturne, ce qui surprend Maria qu'il ait pu le deviner. Elle ajoute ensuite qu'une créature magique au pouvoir redoutable vit en elle. Soudainement, son verre de thé se casse et elle panique, expliquant que des choses étranges se produisent quand elle ne peut pas contrôler sa force. Tandis que Claire essaie de la calmer, Maria révèle qu'elle a commencé à perdre le contrôle depuis le combat avec Q. Entendant cela, Ernest demande si la bête va causer des ravages si rien n'est fait. En réponse, Maria confirme cela et dit qu'elle n'a nulle part où aller si elle est expulsée de l'académie car sa mère et son père sont partis. Alors, Blade dit qu'il peut comprendre cela et il propose son aide. Juste à ce moment-là, les autres membres de leur clique se sont également portés volontaires. Quelques instants plus tard, sur le terrain d'entraînement, une barrière magique est mise en place et Blade dit à Maria qu'elle peut libérer pleinement ses pouvoirs, mais elle refuse. Juste à ce moment-là, Ernest lui attrape les épaules et suggère d'essayer la suggestion de Blade puisqu'elle l'a déjà sauvé une fois. Maria enlève les bracelets de Rock Lee et lorsqu'elle explique la puissance qu'il contrôle, Ernest essaie de l'arrêter avant qu'elle n'enlève la dernière pièce, mais il est trop tard. Soudain, une rafale de vent la frappe et entoure le terrain d'entraînement tandis que Maria dit que la bête est sur le point d'être libérée. En réponse, Blade lui dit de faire confiance à ses amis. À ce moment-là, Maria se fait engloutir par une tornade et se transforme soudainement en la fille du roi démon. Elle rit alors et leur ordonne de s'incliner devant elle, mais Ernest décide d'y aller aura contre aura et se transforme en démon de feu. Cependant, à son grand désarroi, Maria éteint son feu d'un geste de la main. Agacé de voir son coup de cœur détruit en quelques secondes, Léonard essaie de faire preuve de bravoure, mais se fait éjecter du monde. Impassible, Maria demande si c'est tout ce qu'ils ont, mais Sophie se précipite vers elle et la fait tomber en utilisant la manipulation de la gravité. Voyant qu'elle est immobilisée, Q l'attaque avec son souffle de dragon. Cependant, Maria piège l'énergie avec ses doigts et la renvoie directement à Q. Après cela, Maria menace de dévaster la capitale royale une fois qu'elle en aura fini avec Blade, alors il attaque, mais elle demande s'il essaie de l'énerver avec ses coups nuls. Elle lui dit ensuite de se battre comme un homme ou de se faire étouffer, alors Blade attaque avec son épée, mais il n'arrive pas à toucher. Soudain, Maria frappe Blade avec un rayon de soleil qu'il bloque avec son épée. Lorsque son épée s'effondre, Maria est surprise de le voir encore debout. En même temps, Ernest parvient à dégainer son épée, mais Blade se précipite pour l'arrêter, elle lui remet donc son épée. Soudain, Blade se charge et lance une attaque détruisant les défenses de Maria et la mettant KO. Soulagé que personne n'ait été éliminé, Blade s'effondre aussi. Quand il se réveille à la clinique, le doc lui serre soudain la tête contre sa poitrine et le gronde de l'avoir autant inquiété. Pendant qu'elle s'essuie les yeux, Blade s'excuse et promet d'être prudent. Après cela, il demande des nouvelles des autres et Doc lui révèle qu'ils sont soignés par Claire. Plus tard à l'école, Blade croise le démon Maria.
qui essaie alors de révéler son secret. Mais Blade l'arrête rapidement. Lorsqu'elle dit qu'elle a quelque chose à utiliser contre lui, Blade lui dit d'arrêter, mais elle souligne que Maria est une personnalité différente. Surpris, Blade lui demande qui elle est, mais elle répond qu'elle n'a pas de nom. Cependant, alors qu'elle s'éloigne, Blade entend des étudiants l'appeler Mal. Puis, au bureau de Gil, il explique à Blade et à ses amis que si la mère de Maria est décédée, la situation de son père est inconnue. Ensuite, il révèle qu'elle est la fille du roi démon, surprenant Blade. Plus tard dans la journée, Blade et ses amis observent Mal et délibèrent sur ce qu'ils doivent faire à son sujet. Mais elle les interrompt et dit qu'elle fera ce qu'on lui dit pour le moment. Juste à ce moment-là, elle fait un commentaire sur son uniforme et soulève sa jupe. Faire exploser les cerveaux de Qassem est clé. Après cela, Ernest annonce que la pause est terminée. Alors Mal part avec son club de PNJ. Claire demande ensuite pourquoi Maria ne s'est pas montrée si elle a vraiment deux personnalités distinctes et ajoute qu'elle a peur de ne jamais revoir son amie. Plus tard dans la soirée, Mal apparaît à la fenêtre de Blade et annonce qu'elle est venue pour l'emmener à un rendez-vous. Surpris, Blade lui dit de s'en aller mais elle le saisit et l'emmène voler vers la lune. Peu après, ils atterrissent sur un toit où Mal révèle qu'elle est restée à l'école parce qu'elle est attirée par lui. Quand Blade fait remarquer qu'elle semble apprécier l'académie, Mal explique qu'elle est attirée par lui pour des raisons qu'elle ne comprend pas entièrement. Lorsqu'elle fait remarquer qu'il est devenu plus faible depuis leur dernier combat, Blade révèle qu'il mourrait s'il utilisait 15% de sa puissance la prochaine fois. En réponse, Mal dit qu'il n'est pas un ennemi qui vaut la peine d'être tué et ajoute qu'elle a décidé de ne pas partir avant de l'avoir tué. Juste à ce moment-là, elle enfreint toutes les règles et lui demande d'être son compagnon. Mais Blade dit qu'il ne sait pas ce que cela implique. Mal dit alors qu'elle est tout aussi novice que lui et ne peut pas décider seule puisque la conscience de Maria lutte toujours en elle. Curieux, Blade demande à propos de Maria et Mal explique qu'elle se cache dans son esprit. Après avoir expliqué comment elle est née pour aider Maria à échapper à la douleur de perdre sa mère, Mal souligne que Maria pourrait ne jamais revenir. Quelques jours plus tard, Elisa, une autre amie de Maria, révèle que son pendentif n'est pas un appareil de scellement, mais un appareil d'enregistrement qui pourrait contenir un message de la source du pendentif. En entendant cela, Mal dit que le pendentif était un souvenir de sa mère. Alors ils se mettent à travailler sur le pendentif. Et peu après, le pendentif révèle un message holographique du Seigneur Démon, révélant ses souhaits pour son enfant à naître. Juste à ce moment-là, Mal localise Maria dans son esprit et annonce qu'ils se battent tous les deux pour voir qui survit. Finalement, les deux filles décident de coexister dans le même corps tout en s'amusant avec leurs amis. Après quelques jours, Blade rentre chez lui avec ses copines et il trouve un chargement coincé dans un passage sous un pont. Ernest demande alors à qui appartient la charrette et suggère de prendre la route principale à la place. En réponse, Dion s'excuse, surprenant Ernest qui souligne alors qu'elle est une centaure. Quand Blade aperçoit Dion, il l'arrête rapidement pour l'empêcher de l'identifier comme le Héros Gris. Alors qu'il demande à Dion de garder secrète sa véritable identité, Ernest demande s'ils se connaissent. Dion explique donc qu'ils se connaissent depuis longtemps, mais avant qu'elle n'en dévoile plus, Blade demande quelle cargaison elle transporte. Et peu de temps après, ils arrivent à l'académie où Gil félicite Dion pour avoir effectué la livraison. Ensuite, il annonce que Dion enseignera désormais à l'académie comme instructrice, tandis que Blade s'inquiète de ce qui va suivre. Quelques instants plus tard, Dion prend sa lance et traverse des blocs de fer solides pour montrer à ses nouveaux élèves qu'elle n'est pas une novice. Ensuite, elle se présente comme la lance démoniaque et défie quiconque assez bon pour prendre son épée. Choqué, Ernest demande si elle est la célèbre générale qui a commandé le meilleur corps de cavalerie, mais Dion dit qu'elle n'est rien comparée aux grands héros. Ernest demande alors comment une personne de haut rang comme elle connaît un faible comme Blade, mais elle ignore la question. Plus tard, alors que les dames frottent le dos de Dion dans le bain, elles demandent à nouveau à Dion comment elle connaît Blade. Elle hésite alors et dit qu'elle ne l'a rencontré qu'il y a quelque temps. Ernest souligne qu'elle leur avait dit qu'ils se connaissaient depuis longtemps, laissant Dion à court de mensonges. Juste au moment où les filles touchent ses points sensibles pour la faire parler, Blade débarque. Alors qu'Ernest panique, Jessica lui dit de se détendre car Blade a le cerveau d'un enfant de 5 ans. Pour le prouver, elle lui montre son strict minimum, mais il les regarde comme si c'était des pierres avec des étiquettes de prix. Alors qu'Ernest panique, Dion fait remarquer que Blade avait 5 ans quand elle l'a rencontré. Voyant qu'il est sur le point d'être dénoncé à ses bourreaux, Blade crie mais Mal le fait taire et demande à Dion de tout leur raconter.
Elle raconte ensuite qu'elle a pris Blade pour un animal sauvage lorsqu'elle l'a rencontré car il l'a mordu au bras et a failli la dévorer. En outre, Dionne révèle qu'elle s'est entraînée et est devenue digne de rejoindre le grand héros. Pendant que Blade s'immerge dans le bain, redoutant ce qui va suivre, Sophie lui dit de se détendre car personne ne peut deviner que Dionne parle de lui. Après cela, Dionne se rend compte qu'elle n'a pas pu rejoindre le grand héros dans le combat contre le roi démon et se sent découragée. Le lendemain, alors qu'ils font du shopping, Ernest interroge Blade pour obtenir des informations sur sa relation avec Dionne. Mais heureusement pour lui, un Simurgh vole à travers le ciel, surprenant Ernest, qui se demande alors ce que l'oiseau sacré fait dans la capitale royale. Juste au moment où Blade dit qu'il n'attaquera pas sans provocation, l'oiseau s'écrase sur un chariot et s'envole. Alors qu'il se demande ce qui vient de se passer, Blade dit qu'il parie que Giles a quelque chose à voir avec ça. Plus tard dans la journée, Ernest fait irruption dans le bureau de Giles et demande avec colère ce qu'il leur a caché. Quand elle fait remarquer que la ville a été attaquée par des Simurghs, Giles demande quel rapport cela a avec lui. Alors Blade explique que le chariot de marchandises de Dionne a été attaqué. Quand Ernest demande ce qu'il faisait passer en contrebande, Giles révèle que c'est un œuf. Fâché, Ernest l'accuse d'avoir volé un œuf de Simurgh, mais Giles révèle que les œufs de Simurgh n'éclosent qu'au sommet d'un arbre de 10 000 ans et dans les rayons du soleil couchant. Il ajoute ensuite qu'il a pris l'œuf parce qu'il ne peut pas éclore là où il a été pondu. Après avoir entendu cela, Ernest demande s'il essayait d'aider les oiseaux, mais Giles dit qu'il pensait que ce serait un bon entraînement pratique pour ses élèves. Il leur ordonne ensuite de s'assurer que l'œuf éclot le lendemain s'ils veulent réussir. Héros. Le lendemain matin, Blade informe les stagiaires et explique qu'ils vont affronter des Simurghs en combat, mais l'objectif n'est pas de gagner, mais de gagner suffisamment de temps pour que l'œuf éclot. Pendant ce temps, les Simurghs s'occupent à détruire des chariots autour de la ville. Alors Léonard se demande si les citoyens sont en sécurité. Cependant, lorsqu'il apprend que les chariots ont été évacués, il s'enflamme et charge vers le ciel. Pensant qu'il est sur le point de semer le chaos, Jessica part à sa poursuite, mais elle réalise bientôt qu'il n'est qu'un élément insignifiant sur le champ de bataille. Juste à ce moment-là, le Simurgh essaie d'écraser Jessica, mais elle est défendue par Clay. Elle vise alors les yeux de l'oiseau, mais celui-ci s'enfuit ensuite. Pendant ce temps, Blade et ses camarades tentent de maîtriser le Simurgh avec des cordes en Godiroun, mais l'oiseau géant s'envole avec les maisons utilisées comme ancre. Ensuite, Q essaie son souffle de dragon sur le Simurgh, mais ça ne fonctionne pas. Alors Blade ordonne à Amaria de laisser Mao jouer. Quand elle le fait, Mao lance une attaque, mais à sa grande surprise, les oiseaux sacrés ne sont presque pas blessés. Entre-temps, Ernest se transforme en démon de feu et essaie de préparer un gigantesque poulet rôti, mais il tombe du ciel après avoir manqué d'énergie. Heureusement, elle tombe dans un dîner où elle trouve un pudding en pot et se recharge. De retour à l'académie, l'ascenseur transportant l'œuf s'arrête à mi-chemin vers le sommet de la tour, attirant l'attention du Simurgh. Alors les camarades de Blade lui disent de récupérer l'œuf pendant qu'ils tiennent le Simurgh à distance. Cependant, cela rappelle à Blade ses grands jours de héros, alors il se charge et monte en courant la tour. Cependant, quand il n'a plus d'essence, Dionne arrive et lui propose de monter sur son dos. À ce moment-là, Blade dit que la bataille lui rappelle le bon vieux temps et Dionne souligne qu'il n'est plus seul. En réponse, Blade dit que contrairement à la fois où il a affronté le roi démon seul, il a maintenant beaucoup d'amis. Finalement, il arrive dans l'ascenseur et essaye de soulever l'œuf, mais se rend compte qu'il est lourd, alors Dionne le pousse jusqu'au sommet de la tour. Juste à ce moment-là, Giles apparaît et félicite Blade pour le bon travail. Cependant, Blade ne partage pas son enthousiasme, alors Giles se tourne vers le Simurgh qui approche et annonce qu'il rembourse le Simurgh pour lui avoir sauvé la vie. Agacé, Blade frappe les jambes de Giles pour les utiliser ainsi, mais est interrompu par le cri en colère du Simurgh. Soudain, le Simurgh fait tomber Giles de la tour, tandis que Blade empêche celle-ci de tomber. À ce moment-là, Sophie gèle le temps pendant que Blade lance une attaque, ce qui fait tomber ses batteries en panne. Soudain, l'œuf éclot et un couple d'oiseaux jumeaux émerge et fixe Blade. Lorsqu'il se demande pourquoi il le regarde, Sophie explique qu'ils vont désormais voir Blade comme leurs parents. Plusieurs jours plus tard, Blade et Ernest s'entraînent à voler avec les jeunes oiseaux. Un peu plus tard, Blade traverse une simulation où il tue certains de ses camarades. Finalement, il rencontre Sophie, qui souligne alors qu'elle a toujours voulu se battre contre lui dans un combat total. Soudain, Sophie arrête le temps et transperce Blade. Mais après 10 secondes, elle s'épuise et réalise que son attaque a échoué. Soudain, Blade la saisit par le cou et explique qu'il a utilisé une technique qui renforce momentanément son corps. Il la transperce ensuite et appelle Giles pour qu'il arrête les tromperies. Giles apparaît ensuite à l'écran et explique que Blade est dans une réalité virtuelle. Juste à ce moment-là, ses camarades morts disparaissent, tandis que Giles explique que c'est la forme d'entraînement la plus pratique. En réponse, Blade se plaint que c'est trop réaliste et ajoute que quand ils en sortiront, quelqu'un pourrait massacrer leurs amis,
pensant qu'ils sont encore dans la VR. Alors Jill actionne un interrupteur et Blade se retrouve dans un monde de Candy Crush, où Jill annonce que le dernier homme debout pourra utiliser la réalité virtuelle comme il le souhaite en guise de récompense. Soudain, Leonard se précipite vers Ernest, mais se fait trancher et poignarder plusieurs fois. Ernest savoure ensuite le massacre et part à la recherche de Blade. Pendant ce temps, Cassim et Clay s'associent pour vaincre Jessica et Claire. Alors que Blade regarde, les garçons mettent les filles à genoux, mais les filles parviennent à les convaincre de baisser leur garde et les anéantissent. Pendant qu'ils fêtent, Ernest arrive, ressemblant à un démon assoiffé de sang, et dit à Blade qu'elle le cherchait. Quand elle parle de la façon dont c'est amusant d'ouvrir les gens, Blade dit qu'il a promis de la découper si jamais elle devient folle. Soudain, il lance une attaque nucléaire qui anéantit tout le monde dans le jeu. Étant le dernier homme debout, il se réveille du VR et trouve ses camarades le regardant. Pour éviter d'être ouvert, Blade annonce qu'il est réel tandis que Jill rit et le déclare le dernier homme debout. En même temps, tandis que ses amis se demandent comment il les a effacés sans douleur, Ernest pleure et se demande ce qu'il a pris. Amusé, Jill fait remarquer que se complaire dans la misère fait partie de la jeunesse et ajoute que c'est grâce à son idée brillante. Énervé, Ernest demande s'il sait à quel point son idée brillante leur a causé des ennuis, mais Jill s'en moque. Alors Blade se dirige vers le haut pour personnaliser la VR afin de simuler un voyage en enfer. Surpris, Jill remarque que les réglages de Blade sont un peu trop extrêmes, même pour lui. Il connecte soudainement Jill au jeu. Face à sa partenaire, Blade demande si elle peut continuer à le faire réapparaître, et elle accepte. Ensuite, pendant que Jill profite de son rendez-vous à l'université des monstres, Blade dévore une assiette de curry. À ce moment-là, Ernest remarque Clay et Cassim en train de ruminer à une autre table et demande si quelque chose s'est passé. Alors Blade explique qu'ils ont fait une bataille par équipe contre les filles et qu'ils ont perdu en se relâchant. Énervé, les garçons quittent la cafétéria tandis qu'Ernest souligne que Blade aurait pu le dire et l'expliquer gentiment. Mais la brute dit que c'est pour leur propre bien. Quelques jours plus tard, Blade et les dames visitent un dispositif thermique construit par Jill et se demandent ce que c'est. Juste à ce moment-là, Elisa arrive pour expliquer ce que c'est, mais quand Blade demande qui elle est, il se dissout dans un nuage de fumée. Peu de temps après, tandis que les stagiaires profitent du bain, Dion annonce que Jill a fait venir 3 guerriers de niveau héros pour creuser le bain. Mais Blade dit qu'il préférerait faire frire ses propres œufs et les manger plutôt que de croire cela. Juste à ce moment-là, Maria se montre et Blade demande pourquoi elle est venue à la place de Mao. En réponse, Maria explique que Mao se serait présenté sans maillot de bain. Surpris, Blade demande si quelque chose ne va pas avec ça. Alors Jessica intervient pour dire que tous les garçons au bain ne sont pas 5 enfants de 5 ans. Pour prouver cela, elle montre ses petits pains pour que les autres gars détournent le regard pour éviter de combattre des mâts de drapeau. À ce stade, Blade demande où se trouve Ernest, alors elle jette un coup d'œil de derrière un rocher et souligne que le bain mixte est indécent. Soudain, Jill arrive en agitant sa batte de baseball et surprend Ernest qui couvre alors son visage. Voyant cela, Jill répond qu'il n'est pas nécessaire de porter des vêtements au bain. Cependant, Ernest n'est pas d'accord et affirme qu'ils ont besoin de maillots de bain puisque c'est un bain mixte. Soudain, Jill ordonne à Ernest de se débarrasser de sa serviette, mais quand elle refuse, Jill panique en criant qu'il veut voir des gâteaux de riz et des pointes de poitrine. Se tournant vers les gars, il demande s'ils sont avec lui et ils lèvent leurs poings en soutien au roi. Alors qu'Ernest s'affole, les autres dames lui disent de perdre la serviette puisque tout le monde sait à quoi elle ressemble sans elle. Soudain, les gars protestent avec Jill en tête de campagne. Cependant, l'assistante de Jill l'assomme et s'excuse avant de traîner le roi à peine vêtu. Finalement, Ernest enlève la serviette et dit à Blade de ne pas trop regarder, mais comme il a été castré, cela ne le dérange pas beaucoup. Après cela, Jessica et Claire s'approchent des garçons renfrognés pour s'excuser de leur avoir remis les idées en place. Cependant, peu importe comment elles l'ont formulé, cela n'a fait qu'empirer les choses pour les garçons. Plus tard, Blade essaie de sortir Clay et Cassim de leur humeur maussade, mais Cassim dit que Blade ne peut pas comprendre puisqu'il n'a jamais perdu contre qui que ce soit. Blade fait alors remarquer qu'il ne laisse pas ça l'affecter quand il perd, mais Clay dit qu'il pourrait supporter une défaite contre n'importe quelle autre fille, mais pas Jessica. Surpris, Blade demande pourquoi et Clay révèle qu'il est tombé follement amoureux d'elle. Sans réfléchir, Blade dit qu'il aime Jessica aussi, mais les garçons ne l'ont pas bien pris. Quand Clay dit qu'il pensait qu'il était intéressé par Ernest, Blade dit qu'il l'aime comme il aime tout le monde. Cassim déclare alors que ce n'est pas de cela qu'il parle.
alors Blade demande en quoi c'est différent, et Cassim révèle qu'il est intéressé par Claire. À ce moment-là, les garçons rêvassent des filles. Alors Coob, qui avait écouté en cachette, intervient et leur conseille de devenir plus forts car les dames sont attirées par les mâles alpha. Pendant que les garçons se demandent comment devenir plus forts, Coob leur suggère d'apprendre de Blade. Simultanément, les filles traînent, et pendant qu'elles accumulent des calories, Jessica révèle que Clay et Cassim les ont évités depuis qu'ils se sont fait battre. Alors qu'elle délibère sur les façons possibles de gérer la situation, Coob fait irruption par la fenêtre et suggère qu'elles deviennent plus fortes, car les gars feraient n'importe quoi pour avoir une femme forte. Le lendemain, Blade entraîne Cassim et Clay comme des marines, mais les garçons continuent de cultiver une aura inexistante en ignorant leurs coups de cœur. Le jour de la prochaine bataille, en réalité virtuelle, Blade branche les garçons et ils affrontent Jessica et Claire. Soudain, Blade et Ernest apparaissent et leur demandent de commencer. Après que les deux parties se soient attaquées, les garçons activent leur esprit de combat et essaient de vaincre leurs adversaires. Mais à leur surprise, les filles ont appris à le faire aussi. Malheureusement, les garçons ont encore perdu de manière spectaculaire, alors ils se sont serrés la main après la bataille. Quelques jours plus tard, les dames trouvent un gardien quelque part dans l'école, et tandis qu'elles se demandent ce que c'est, il affiche une image holographique de Blade. Pendant ce temps, Blade médite ailleurs dans l'école et est presque interrompue par Coob, mais elle est repoussée par son aura brûlante. Après cela, elle demande ce qu'il fait et il révèle qu'il affine son esprit combatif pour éviter de s'épuiser prématurément lors des combats. Pendant qu'il parle, ses copines arrivent avec le gardien et informent Blade qu'il le cherche. En voyant le gardien, Blade dégaine son épée et réduit le gardien en 1 milliard de morceaux. Alors qu'il s'émerveille des effets de son attaque, Ernest le réprimande pour avoir détruit le gardien adorable. Pendant ce temps, le gardien scanne le corps d'Ernest et recueille des données. Ensuite, il redémarre et attire l'attention des stagiaires. Comme le gardien a pris la forme d'une dame, il s'approche de Blade et demande s'il aime ce qu'il voit, ce qui fait se demander à Blade ce qu'elle signifie. Le gardien explique alors qu'elle a compris qui il est et qu'elle a pris la forme d'une dame pour éveiller son instinct protecteur. Blade demande ensuite qui elle est et les gardiens se préparent à attaquer. Mais Blade est rapide et la projette à travers le mur. Après cela, Ernest le réprimande pour avoir malmené une dame. Mais il proteste en affirmant qu'il n'est pas le méchant. Quand Ernest dit que le gardien n'a pas l'air dangereux, Blade insiste sur le fait que les gardiens sont des mauvaises nouvelles et qu'ils peuvent empirer s'ils deviennent incontrôlables. Juste à ce moment-là, le gardien révèle qu'il a reçu l'ordre d'éliminer Blade et qu'il est en mode observation. Juste à ce moment-là, Claire lit son numéro de modèle et l'appelle Iona. Lorsque le gardien la corrige, Claire insinue qu'Iona sonne bien et ajoute qu'ils peuvent élaborer un plan si elle veut vraiment vaincre Blade. Ensuite, pendant qu'ils délibèrent sur la manière d'aider Iona à vaincre Blade, Claire demande pourquoi elle est déterminée à le vaincre. Et Iona explique qu'il a infiltré de force sa zone intime et a profané à plusieurs reprises son châssis. En entendant cela, tous les regards se sont tournés vers Blade pendant qu'il se défendait en disant qu'il ne pénètre que dans la zone qu'elle surveillait. Curieux, Ernest demande de quoi elle parle et Blade explique qu'il est entré par effraction dans la bibliothèque royale des livres interdits pour faire des recherches sur Asmodeus. Pour aggraver les choses, Iona énumère toutes les infractions de Blade, mais il dit que c'était de la légitime défense. En entendant cela, les dames le blâment d'être un brute, alors Blade part en colère. Peu après, Sophie le rattrape. Alors Blade explique qu'il n'a enfreint les règles que dans le cadre de son devoir en tant que grand héros. Quand Sophie dit qu'elle comprend, Blade explique que les gardiens stockent leurs âmes dans un endroit séparé, donc techniquement, ils ne peuvent pas mourir. Pendant ce temps, Elisa organise la discussion sur la façon de vaincre Blade, et révèle que Blade est impitoyable car il sait qu'Iona ne peut pas mourir, même lorsqu'elle est détruite. Après cela, elle suggère de se concentrer sur des moyens d'empêcher sa défaite et explique une stratégie pour rendre Iona vulnérable à une destruction permanente. Sachant que Blade est un tendre au fond, ils se disent qu'il ne pourra pas la détruire si elle doit vraiment mourir. Le jour suivant, lorsque Blade et Iona s'affrontent en duel, Iona explique qu'elle est en mode autonome où sa connexion à la carte mère a été coupée et qu'elle est maintenant vulnérable à la destruction. Choqué d'entendre cela, Blade abaisse son épée tandis qu'Iona glisse ses mains entre ses grands canyons pour lui montrer son talon d'Achille. Pendant que Blade traite l'information, Iona l'attaque assez sévèrement. Agacé, Blade essaie de l'attaquer avec son épée,
mais il renonce et opte pour une option plus clémente. Juste au moment où il se rend compte que son attaque ne l'a rendu que plus belle, Iona réduit son espérance de vie de moitié et le détruit dans l'arène. Quand Blade la supplie d'y aller doucement, Iona lui suggère de se rendre ou de se préparer à recevoir plus de coups. Juste à ce moment-là, Blade admet sa défaite alors que le public applaudit pour voir sa série d'invincibilité brisée en quelques secondes. Plus tard, pendant qu'il déjeune, Iona joue avec le menu, alors Blade demande si elle peut manger. Quand Iona explique qu'elle peut, elle demande si elle peut discuter avec d'autres lorsqu'elle est confrontée à des problèmes qu'elle ne peut pas résoudre. En réponse, Claire lui dit de tout déballer, alors Iona révèle qu'elle est ignorée par sa carte mère pour s'être déconnectée d'elle et avoir disparu sans laisser de traces. Iona ajoute ensuite qu'elle se sent anxieuse sans superviseur et demande si elle peut appeler Blade Master. Lorsque Blade refuse, Iona explique qu'elle a un programme d'autodestruction en compte à rebours. Tout le monde panique en entendant cela, Elisa vérifie le compteur et estime qu'ils ont environ 84 heures avant qu'Iona ne les fasse tous exploser. Alors Blade considère sa proposition et décide de devenir son maître. Le jour suivant, alors qu'Iona sert Blade comme une bonne domestique, Sophie se fâche soudainement et accuse Iona d'essayer trop fort d'être comme elle. Après s'être comparées, les dames décident de se mesurer et de voir qui mérite le plus Blade. Dans les jours suivants, les deux dames passent leur temps à se concurrencer pour obtenir l'approbation de Blade, mais il ne peut tout simplement pas dire qui est la meilleure. Finalement, les filles décident de regarder Blade dormir et de voir qui s'endort en premier. Alors Blade éteint la lumière pendant que les dames parlent de leur entraînement à la privation de sommeil. Peu de temps après, Sophie s'ouvre sur la façon dont Blade l'a fait se sentir spécial malgré ses épreuves. Alors les filles règlent les choses pendant que Blade écoute. Le lendemain à la cafétéria, quand Iona s'assoit à côté de Sophie, Ernest fait remarquer qu'elle semble bien s'entendre. À ce moment-là, Blade ordonne à Iona de lui montrer son compte à rebours d'autodestruction et lorsqu'elle le fait, il se rend compte que le compte à rebours continue de s'écouler. Inquiet, Les étudiants se rassemblent pendant qu'Elisa vérifie et déclare qu'il lui reste environ 20 heures. Alors Blade demande ce qu'elle aimerait faire dans ces derniers moments. Et elle décide de les passer avec ses nouveaux amis. Peu de temps après, Jessica annonce le début de la fête d'adieu d'Iona et les étudiants passent le meilleur moment de leur vie. Cependant, les filles cherchent Blade et réalisent qu'il est introuvable, alors dans les dernières secondes d'Iona, elle crée une barrière entre elle et ses amis. Puis elle commente sur la façon dont chacun d'eux l'a fait se sentir spécial et était sur le point de parler d'Ernest quand elle a manqué de temps. Étonnamment, Iona n'a pas explosé, donc les stagiaires se demandent ce qui se passe. Soudainement, Blade sort du sol et demande s'ils lui ont laissé de la nourriture de la fête. Ernest le tire alors et lui demande pourquoi il a déserté. En réponse, Blade explique qu'il est allé apaiser la mère d'Iona avec une fin heureuse. Juste à ce moment-là, Iona annonce que sa connexion à la carte mère a été rétablie et que le programme d'autodestruction a été annulé. Quelque temps plus tard à l'académie, lors d'un battle royal où les étudiants s'affrontent avec ce qu'ils ont appris, Blade observe ses camarades vaincus en tas. Cependant, Léonard annonce qu'il n'a pas encore perdu, alors il active sa lance pour attaquer Blade pendant que ses camarades vaincus l'encouragent à les venger. Après que les dames l'encouragent, Claire demande à Ernest pourquoi elle ne l'encourage pas et elle exprime sa surprise de voir le crétin toujours debout. En entendant cela, Léonard charge vers Blade pour prouver qu'elle a tort, mais son attaque est esquivée. Après sa défaite épique, les étudiants déçus prennent congé tandis que Léonard s'effondre. Blade suggère alors d'aller manger quelque chose, donc Léonard se lève et dit qu'il n'a jamais eu une chance contre Blade. Plus tard dans sa chambre, Léonard pense à comment impressionner Ernest en battant Blade, alors il décide de réparer son arme d'abord. Le lendemain, alors qu'il profite de l'air frais dans la cour, Maria arrive et demande s'il est d'accord d'être représenté comme un perdant par Blade. En réponse, Léonard dit qu'elle ne comprendra pas, mais quand Maria exprime son ambition de se mettre au niveau de Blade grâce à sa capacité, Léonard malentend et demande si elle a un faible pour Blade. En entendant cela, Maria s'affole et dit que c'est seulement une déclaration de rivalité, alors Léonard remercie Maria d'avoir allumé son feu et elle ajoute que c'était une horreur de le voir abandonner son désir de rivaliser avec Blade. Se sentant motivé, Léonard décide de vaincre Blade à tout prix, tandis que Maria déclare son soutien pour lui. Soudainement, Elisa surgit de nulle part et leur dit d'arrêter les bêtises. Après leur avoir dit à quel point leur rêve est risible, Elisa propose de prêter main forte à leur cause. Cependant, lorsque Maria demande de qui il s'agit, Elisa s'énerve. Quelques jours plus tard, lors d'une réunion clandestine, Léonard tient une session pour le comité sur la façon de vaincre Blade et se déclare président. Bien qu'Ernest ait des réserves à ce sujet, la réunion continue et Léonard explique qu'ils partagent un objectif commun, même s'ils ont des motifs différents. Quand il demande si quelqu'un a une idée en tête, les membres du comité font des suggestions et débattent,
pour savoir s'ils doivent jouer le jeu ou non. Le lendemain, Ernest défie Blade en duel et se précipite sur lui avec la lance de Léonard. Cependant, l'arme se casse en deux, laissant Léonard en larmes, tandis qu'Ernest le remercie de lui avoir permis de l'utiliser. Après cela, Jessica annonce que c'est son tour, alors elle décide d'attaquer pendant qu'il dort. Malheureusement pour elle, Iona était de garde, alors elle frappe Jessica avec un rayon. Quand Jessica commente qu'elle pensait qu'ils étaient du même côté, Iona explique que c'était une fonction de sécurité. Ensuite, Léonard annonce que c'est son tour, alors il défie Blade à un combat ouvert en brandissant sa lance rénovée. En activant son esprit combatif, la lance explose et il perd avant même que le combat ne commence. Le jour suivant, alors que Blade prend son repas à la cafétéria, Maria pense que c'est sa chance de l'éliminer. Alors elle se transforme en Méo pour attaquer Blade, mais à sa grande désillusion, elle est mise hors jeu d'un coup de pied. Ensuite, Sophie défie Blade en duel, mais avant qu'elle ne puisse terminer ses premiers mouvements, il lui fait entendre raison. Après plusieurs autres séries de tentatives d'assassinat épouvantablement ratées par le comité des perdants frustrés, Ernest affronte Blade à pierre, papier, ciseaux, mais comme il ne veut pas perdre, elle finit par se retrouver avec les mains bandées à la clinique. Lors de la prochaine réunion du comité, Ernest propose de tricher juste pour faire perdre Blade, mais lorsque Léonard dit que cela va à l'encontre de tout le processus, Ernest panique et dit que cela n'a pas d'importance tant que Blade perd. C'est à ce moment-là qu'il réalise que la seule fois où Blade a accepté de perdre volontairement, c'était lorsque la vie de Iona était menacée, alors il décide de prendre des otages pour le faire céder. Cependant, Léonard est ému à cette pensée, mais Ernest le secoue soudainement en disant qu'elle boirait l'eau du marais si c'était nécessaire. Le lendemain en cours, Blade remarque que Léonard et les autres ne sont pas en classe, mais Jessica dit qu'ils doivent être en mission. Alors Blade se demande quel genre de mission c'est, mais Claire lui dit de ne pas s'en soucier. Soudain, un cirque de clowns laids fait irruption dans la classe armée d'épées et prétend qu'ils sont en contrôle. Ernest les identifie alors comme des terroristes, ce qui perturbe Blade, qui se demande alors ce que cela signifie. Tandis qu'Ernest lui explique, les clowns prennent l'enseignante en otage et lui disent de faire semblant. Après cela, un des terroristes demande aux autres étudiants de partir, et juste au moment où Blade se lève pour partir avec eux, Ernest le tire en arrière et déclare que leur professeur a été pris en otage. Alors que Blade se demande ce que signifie le mot, les dames se disputent sur qui est censé être l'otage. Face à Q, Blade lui demande ce que signifie otage et elle dit que ça doit vouloir dire nourriture non périssable. Donc, Blade se dit que les terroristes doivent prévoir de garder les filles comme nourriture non périssable. En entendant cela, Q le félicite d'être un petit malin, mais Blade ne comprend toujours pas pourquoi, alors il appelle Clé, Cassim et Léonard. Il demande ensuite quelle blague il joue, surprenant les garçons. Alors qu'il se demande comment il a découvert que c'était eux, Blade explique qu'il a pu le dire à la façon dont il marche. En colère, les garçons jettent leur masque avec rage et s'inclinent devant lui. Alors, Blade leur demande ce qu'ils comptent faire des filles. Lorsqu'il ajoute qu'ils ne devraient pas se nourrir de leurs amis, Cassim s'empare des oranges d'Ernest et de Claire et annonce qu'elles sont à lui. Cependant, cela se termine très mal pour lui. En voyant cela, Clé et Léonard expliquent en ce qu'ils font et essaient de convaincre Blade d'abandonner, mais il dit que cela ne va pas fonctionner comme la dernière fois. Soudain, Léonard brandit une épée contre celle d'Ernest et tous les regards se tournent vers Blade. Lorsqu'on lui demande ce qu'il va faire, Blade leur envoie une vague qui fait s'effriter l'épée de Léonard et disparaître son pantalon. Énervé, Ernest se transforme en démon de flamme et les amis de Blade attaquent en même temps, mais il les met en tas comme avant. Pensant que c'est un jeu de rôle, Blade dit que c'est sa première fois et demande s'il a bien joué, tandis que ses amis regrettent leur choix de vie. Un peu plus tard, Blade aperçoit des étudiants célébrant un anniversaire à la cafétéria et se demande ce qu'ils font. Ernest explique alors que c'est une fête d'anniversaire, donc Blade demande ce que signifie un anniversaire. Ensuite, Ennis dit aux autres dames qu'elles ne peuvent pas fêter l'anniversaire de Blade car il ne sait pas ce que cela signifie. Pendant qu'elles délibèrent sur son âge potentiel, les dames demandent à Dion, qui révèle que l'anniversaire de Blade est dans un mois. Quand Ernest se demande ce que Blade aimerait pour son anniversaire, Claire suggère qu'il lui prépare un curry. Mais quelqu'un intervient pour dire que ce ne serait pas une bonne idée. Juste à ce moment-là, Jill arrive sans invitation et déclare que du curry ferait un joli cadeau. Cependant, lorsque Jessica fait remarquer qu'il peut facilement se procurer une assiette de curry à la cafétéria, Jill dit alors qu'ils devront préparer un curry royal spécial dans ce cas. Peu de temps après, Jill montre aux étudiants le garde-manger royal et annonce qu'ils recevront une formation pratique là-bas. Après que les étudiants soient entrés, la porte se ferme
et Jill annonce que les portes ne s'ouvriront qu'une fois la condition requise remplie. Son assistant annonce ensuite que la condition est de combiner un total de 11,3 milliards de calories. En entendant cela, Blade se demande comment ils vont survivre là-bas, donc l'assistant de Jill annonce qu'il y a des ingrédients conservés dans la forêt datant de l'époque des dieux. De plus, Jill ajoute que les animaux sauvages sont nombreux dans la forêt et demande de réduire leur nombre. Alors que Blade pense qu'il devrait protester contre une telle mission, Ernest et les autres se dirigent avec enthousiasme vers la forêt pour construire un camp. Peu après cela, les étudiants jouent à Tarzan en essayant d'attirer une bête dans un piège. Cependant, cela dégénère rapidement, mais Mao frappe la bête avec une attaque de foudre. Plus tard au camp, Blade regarde autour de lui et trouve tous ses amis en train de se rendre utiles, alors il se dirige vers les sources chaudes pour prendre un bain. Juste à ce moment-là, Ernest arrive et lui demande de ne pas regarder. Elle perd ensuite sa serviette et entre dans la source avec lui, alors elle remarque des cicatrices sur la poitrine de Blade et demande comment il était quand il était plus jeune. Blade répond alors en disant qu'il a passé toute la journée à se battre pour rester en vie, puisqu'il pouvait soit devenir plus fort, soit mourir. Ernest essaie ensuite de passer ses mains sur les cicatrices de Blade, mais Claire surgit de nulle part et l'en empêche. Au bout d'un moment, les étudiants s'adaptent bien à la vie dans la nature et se rassemblent, pendant que Jill s'adresse à eux. Il annonce ensuite qu'il a un nouveau défi pour eux et leur demande de rassembler les ingrédients listés sur des prospectus. Alors, il jette les prospectus en l'air et en les vérifiant, les étudiants acceptent son défi. Plus tard, quand les élèves trouvent un chou avec des crocs, ils les attaquent mais Ernest coupe ses tentacules. Maria explique alors que c'est un chou qui est devenu sauvage en raison de ses conditions hostiles. Alors, Ernest décide de le brûler jusqu'à ce qu'il soit croustillant, mais Sophie lui rappelle qu'il en faut cru, alors elle se calme et suggère qu'ils l'attaquent ensemble. Juste à ce moment-là, ils chargent tous vers le chou, tandis que Blade se demande pourquoi ils sont tous si enthousiastes. Quelques jours plus tard, il se dirige envers la forêt à la recherche d'un maïs combattant, et en le trouvant, Blade dégaine son épée pour en finir. Mais Sophie souligne que cela n'aura pas bon goût s'ils ne suivent pas la procédure pour le vaincre. Elle lui tend alors une paire de gants de boxe, et Blade monte sur le ring avec un maïs et se fait battre, bien qu'il gagne à la fin. Pendant qu'Ernest et Yona partent à la chasse aux poivrons sauvages, suffisamment épicés pour faire pleurer le robot, Q et ses compagnons trouvent des tournesols d'apparence mignonne. Cependant, elles découvrent bientôt qu'ils ne sont pas seulement mignons, mais dangereux. Lorsqu'Elisa explique que les tournesols peuvent stocker et libérer la lumière du soleil, Q et Mao décident de montrer aux fleurs ce dont ils sont capables. Après cela, certains étudiants trouvent des carottes géantes dans la forêt et se demandent ce que les carottes peuvent faire. Blade essaie alors de le retirer, mais la carotte pousse soudainement un cri strident, donc Blade abandonne pendant que les dames expliquent que le cri est une malédiction mortelle. Puisque les robots ne sont pas affectés par les malédictions, Yona se porte volontaire et déracine les carottes alors qu'elle crie assez fort pour anéantir la forêt. Quelques jours plus tard, pendant un festin, Jill félicite les étudiants pour les changements drastiques dans l'écosystème du garde-manger royal. Inquiet, Ernest demande si les espèces ne vont pas disparaître. Mais Jill explique que les bêtes sont comme des mauvaises herbes qui ne cessent de repousser. Il annonce ensuite qu'ils ont un autre ingrédient à obtenir le jour suivant. Le matin, l'étudiant pense que le dernier ingrédient doit se trouver sous un grand arbre. Alors il abat l'arbre et le roi des bêtes apparaît. Juste au moment où Blade dégaine son épée pour se battre, le roi des bêtes est coupé en deux par un behemoth plus redoutable et plus grand, ce qui effraie les étudiants jusqu'à la moelle. Alors Jill leur ordonne de le chasser car il a meilleur goût que le roi des bêtes. À la surprise de Blade, ses amis étaient prêts à risquer leur vie pour abattre le behemoth. Ernest se transforme alors en démon de flamme tandis que les autres étudiants lancent une attaque conjointe sur le behemoth. Cependant, le géant sort des flammes plus fort et tente de les anéantir avec un souffle de feu. Heureusement, Léonard se rend utile pour la première fois. En même temps, Blade réalise qu'une seule technique pourrait abattre le colosse, mais cela demande plus de puissance qu'il ne peut utiliser à ce moment-là, alors il décide de canaliser Mao. Cependant, elle avait de meilleures idées pour accélérer le processus. Ensuite, les étudiants essaient d'immobiliser le behemoth, mais il réagit violemment. Alors, tandis que les étudiants attaquent conjointement le behemoth, Blade et Mao font équipe et ouvrent le monstre. Après cela, Blade s'effondre dans les bras de Mao et dit qu'il est fatigué et affamé. Alors, elle lui dit d'attendre et de voir. Le lendemain, après son rendez-vous avec le médecin, Blade se précipite à la cafétéria. Et en ouvrant la porte, il est frappé par une pluie de confettis et des souhaits d'anniversaire de ses amis. Alors que Blade se demande s'ils ont la bonne personne, Ernest explique que les gens qui ne connaissent pas leur date de naissance la célèbrent le jour où ils ont été placés. Juste à ce moment-là, au lieu d'un gâteau, Blade reçoit un plat couvert et se demande ce que c'est. Ernest dévoile ensuite le curry royal, tout en expliquant que les ingrédients ont été obtenus dans le garde-manger royal. Surpris, Blade s'émerveille devant le délice et Ernest révèle que Jill les a aussi aidés. Après que Blade demande s'ils ont vraiment fait tout ça pour lui,
Il prend sa première bouchée et des larmes montent à ses yeux par la délicieuse saveur du repas. Il pleure ensuite en remerciant ses amis. Après un moment, Blade montre à Qassem et Clay comment utiliser sa technique du coup de dragon, et quand il réussit à le faire, Yoon, une réplique de Sophie, apparaît. Qassem demande alors si elle veut aussi apprendre comment c'est fait, mais elle insinue que non. Pendant que les garçons font tout un plat de la technique, la fausse Sophie sort son épée et leur montre à quoi est censé ressembler un vrai coup de dragon. Alors que les garçons paniquent, Sophie arrive et leur dit de s'éloigner de Yoon. Après cela, Sophie dit à Blade de ne pas s'en mêler car c'est son combat, tandis que les autres filles arrivent et se demandent pourquoi il y a deux Sophies. Soudain, Yoon utilise une technique de dragon pour distraire et disparaît. Lorsque Yoon retourne à sa base, ses autres clones suggèrent d'y aller en tirant partout et d'éliminer tout le monde. Mais Yoon explique qu'une mission d'infiltration est nécessaire pour évaluer la situation. Cependant, lorsqu'elle souligne que la mission a été un succès, un autre clone n'est pas d'accord et fait remarquer qu'elle manque de preuves. Après cela, Yoon révèle qu'elle a demandé au garçon de lui apprendre la technique du coup du dragon. Pour partager avec les autres clones, ils s'embrassent et ensuite, ils peuvent tous voir comment Yoon a réussi la technique du coup du dragon. Immédiatement, ils l'ont essayé et ont fait exploser leur cachette. Cependant, les autres clones soulignent que leur objectif n'est pas seulement l'espionnage, mais l'assassinat. Le lendemain, alors que Sophie observe depuis le sommet d'un bâtiment, Jessica teste une amélioration qu'Elisa a faite sur son arme et panique après son effet explosif. Tandis qu'Elisa se sent comme un génie, Blade lui demande ce qui est impressionnant dans cette amélioration, mais la géniale, manifestement irritée, dit que son avis n'est pas nécessaire puisqu'il a un code de triche que les autres n'ont pas. À ce moment-là, un autre clone de Sophie apparaît, alors Blade s'approche d'elle et lui demande ce qu'elle veut apprendre. En réponse, le clone dit qu'elle aimerait apprendre à faire des bébés, ce qui effraie les autres filles. Alors, le clone sort son arme et attaque Blade, mais il bloque l'attaque et ils commencent à croiser le fer. Au bout d'un moment, il s'arrête et le clone demande à Blade de lui apprendre puisqu'elle ne peut pas le tuer. En réponse, Blade dit qu'il finira mort s'il lui enseigne, alors elle prend les mains de Blade et lui laisse tâter ses testicules tout en lui demandant de la tuer à la place. Soudain, Sophie atterrit et dit à son clone qu'elle est celle qu'ils affrontent, alors le clone s'empresse de partir, laissant les étudiants se demander combien de clones de Sophie existent. Plus tard, pendant le déjeuner, alors qu'il parle des clones de Sophie, quelqu'un fait remarquer que les clones essaient de mettre un Blade 6 pieds sous terre et soudain, il leur apparaît que les clones sont des assassins. Déçue, Sophie s'effondre et dit qu'elle ne peut pas croire qu'ils n'ont pas pu le comprendre jusqu'à ce moment-là. Elle ajoute ensuite qu'elle protégera Blade et quitte la cafétéria. Pendant ce temps, dans la cachette du clone, après que les clones se soient disputés pour savoir qui a échoué et qui est le prochain, le cerveau les convoque et leur dit de prouver qu'un grand héros artificiel peut surpasser le grand héros lui-même. Il leur ordonne ensuite de prouver la validité de ses recherches en éliminant Blade. Plus tard dans la nuit, Sophie se glisse dans la chambre de Blade où Yona se prépare soudainement à la bombarder, mais s'arrête quand elle réalise qui c'est. Yona lui dit alors d'arrêter de s'inquiéter pour Blade puisqu'elle est toujours à ses côtés. Cependant, lorsqu'elle demande à Sophie si elle aimerait dormir à côté de Blade, elle se dépêche de sortir et dit qu'elle fera tout ce qu'il faut pour garder Blade en sécurité. En sortant, Sophie trouve un de ses clones et lui dit qu'ils ne peuvent pas tuer Blade puisqu'elle ne les laissera pas faire. Mais le clone répond qu'ils le feront parce que c'est l'unique but de leur vie. Quand Sophie informe son clone que les modifications qu'elle a reçues n'ont pas été faites correctement, le clone ajoute que contrairement à Sophie, ils ont une durée de vie courte. Sophie suggère alors qu'ils passent le temps limité qu'ils ont à vivre pleinement, mais le clone révèle que leurs ordres sont absolus et qu'ils ne peuvent être arrêtés que d'une seule façon. Soudain, le clone attaque Sophie, mais elle la désarme et est sur le point de lui fracasser le crâne à coups de poing. Cependant, Sophie se relève et la laisse partir. Le lendemain, alors que Blade et ses amis explorent le monde de Candy Crush en réalité virtuelle, ils trouvent Sync, un autre des clones de Sophie, qui se présente ensuite et admet par erreur qu'il ne reste que 5 clones. Quand les filles insinuent que Sync ne peut jamais passer pour Sophie, Sync s'énerve et essaie de les écraser avec ses méga poings. Soudain, Blade et Ernest s'enfuient et décident de suivre le plan. Malheureusement, Blade trébuche et tombe, ce qui permet à Sync de le rattraper et de le frapper jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Ensuite, lorsqu'il revient à lui, la dame explique que Sync doit penser qu'elle a anéanti Blade puisqu'elle l'a fait dans la réalité virtuelle. Plus tard, Sync réalise qu'elle a été trompée et sème le chaos pendant que Blade s'enfuit pour sauver sa peau. En fuite, Yona donne à Blade un rapport des dégâts en cours dans l'école et un autre clone fait soudain irruption dans les couloirs et essaie de l'assommer. Mais Blade esquive l'attaque et continue de courir. Pendant ce temps, Ernest réunit une armée de femmes
et les encourage à lancer leur sort, même si elles ne veulent blesser personne. Juste à ce moment-là, Blade passe devant elle. Alors les filles lancent leur sort, mais les clones passent à travers. Alors Ernest envoie une explosion sur l'un des clones avec son sort de feu, tandis que Sync saute pour reconfigurer son visage avec un coup de poing. Heureusement, Blade revient pour la renvoyer. Après cela, les clones se relèvent et invoquent ensemble un trou noir qui essaie de tous les aspirer. Pendant ce temps, Blade dit à ses compagnons de tenir 10 secondes, mais malheureusement, le trou noir ne s'éteint pas une fois formé. Juste au moment où le trou noir aspire certains des étudiants, Blade se précipite pour les sauver tandis que Sophie arrive pour fermer le trou noir. Après cela, elle est épuisée mais Blade la rattrape et la tient tandis que les clones les regardent et prennent leur partir. Plus tard dans la nuit, lorsque Sophie se réveille, Blade lui propose des pommes et pendant qu'elle les mange, il lui fait un compte-rendu de la situation. Blade demande ensuite à Sophie de lui parler de ses clones. Elle explique que bien qu'ils partagent de nombreuses similitudes, ses clones n'ont pas eu la même chance qu'elle d'avoir des gens pour les aider. Entendant cela, Blade dit qu'il aimerait être ami avec les clones et souligne qu'il pourrait s'inscrire à l'académie, mais Sophie dit que c'est impossible car leur seul but dans la vie est de surpasser le grand héros. De plus, Sophie ajoute en larmes que, contrairement à elle, les clones ne peuvent pas désobéir aux ordres. Alors Blade la serre dans ses bras. Ensuite, lorsque Blade dort, Sophie quitte la clinique. Le lendemain, au bureau de Jill, il informe Blade et ses amis qu'il a reçu un avis que Sophie se retire de l'académie. Énervé, Ernest demande pourquoi il ne l'a pas arrêtée, mais il explique qu'elle a le droit de quitter l'académie à tout moment et que ce n'est pas son devoir de décider qui part ou reste. Comme Ernest continuait de blâmer Jill pour la disparition soudaine de Sophie, Blade l'arrête et lui dit de bien regarder Jill. Quand elle le fait, elle réalise qu'il est tout aussi perturbé qu'eux, alors Ernest assure à Jill qu'ils ramèneront Sophie. Jill demande ensuite s'ils savent où elle se dirige et Blade déclare qu'elle doit chercher la sienne. Clone. Après cela, Jessica ajoute que les clones semblent se déplacer entre différentes bases et suggère qu'ils commencent à examiner celles qui sont probables. Juste à ce moment-là, Jill révèle que Sophie est partie seule pour éviter que ses amis ne se salissent les mains, car le seul moyen d'arrêter les clones est de les éliminer. Alors, il leur dit d'y réfléchir avant l'aube. Mais avant l'aube, Blade s'en va, Iona et Q le rejoignent alors et annoncent qu'ils y vont aussi car Sophie est leur amie. Pendant qu'ils parlent, Mao les rejoint et dit qu'elle y va aussi. Quelques instants plus tard, ils trouvent le reste du groupe qui les attend. Pendant ce temps, Sophie arrive à l'ancienne planque des clones et décide de repartir. Ernest, qui avait exploré la zone sur un Simorgh, l'aperçoit et informe le reste de l'équipe. Quand Sophie essaie de partir, Ernest saute et lui dit d'attendre, mais Sophie demande à être laissée seule. Pour lui faire changer d'avis, Ernest lui explique qu'elle comprend sa situation, mais Sophie dit qu'il y a quelque chose qu'elle ne leur a pas dit. Ensuite, Sophie révèle qu'elle est une humaine créée artificiellement pour reproduire et surpasser le grand héros. Après avoir expliqué qu'elle est le 12e sujet de test, elle ajoute que la recherche a été arrêtée, mais que quelqu'un a pris des clones et les a incubés pour leur donner des ordres. Lorsque Sophie conclut en disant que les clones existent pour surpasser le grand héros, Ernest demande pourquoi ils continuent de venir pour Blade. Elle se dit alors qu'ils ont probablement besoin de quelqu'un de fort pour tester leurs capacités. Pendant ce temps, Sophie se blâme pour avoir causé tant de problèmes à ses amis, mais Ernest la gronde et déclare qu'elle est partante si anéantir les clones est nécessaire. Cependant, lorsque Blade n'est pas d'accord et insiste sur le fait que mettre fin aux clones n'est pas la solution, Sophie déclare que les clones n'ont plus beaucoup de temps à vivre à cause des modifications sévères qu'ils ont subies. Sophie demande alors à Blade s'il a un plan, mais il dit qu'il n'en a pas et aimerait que Sophie ait des sœurs. Il se tourne alors vers Elisa et lui demande si elle a des idées, et en quelques secondes, elle propose un plan. Pendant ce temps, dans la cachette des clones, ils reçoivent une leçon de leur patron sur le fait qu'ils existent uniquement pour détruire. Alors, les autres clones entrent avec une lettre de Blade, les défiant en duel. Lorsqu'ils font remarquer que c'est un piège, Yoon ignore l'avertissement et décide d'y mettre fin. Quelques instants plus tard, Blade attend ses adversaires dans l'arène, et après leur arrivée, Blade les accueille. Avec une détermination sans faille, Yoon dit qu'ils sont venus pour le finir car c'est la seule raison de leur existence. Pendant qu'ils gagnent du temps avec des bavardages, Elisa informe Blade par radio qu'il doit se battre seul pour garder les clones optimistes quant à leur chance. Alors, il tire son épée et les clones se précipitent vers lui. D'après le plan d'Elisa, l'objectif de Blade est d'épuiser leur énergie et non de les vaincre. Alors, il se rend indestructible et joue la défense. Pendant que Blade bloque plusieurs coups, Elisa déclare qu'ils arrêteront celui qui a programmé les clones et lui feront révéler comment ils peuvent être reprogrammés pour les sauver.
Après avoir effectué une manœuvre défensive, Blade s'épuise, ce qui inquiète ses amis. Juste à ce moment-là, Jessica sort l'invention de renforcement de puissance d'Elisa, tandis que Blade est gravement malmené par les capacités artificielles de grands héros des clones. Ensuite, les amis de Blade lancent leurs amplificateurs à Blade et il les utilise rapidement pour éliminer ses adversaires, mais perd son épée dans le processus. Cependant, Synch est toujours debout et déterminé à écraser Blady à mort. Alors Sophie intervient pour fournir à Blade une partie de sa force. Après que Blade ait contré l'attaque de Synch, elle s'évanouit pendant que Blade remercie Sophie pour son aide. Soudain, un autre des clones lance une attaque, mais avec l'aide de Sophie, Blade effectue une défense qui fait exploser le terrain d'essai. Soudain, le soleil se couche et Blade demande au dernier clone debout pourquoi elle n'attaque pas. En réponse, Yoon révèle que son temps est écoulé et soudainement, sa main se détache et elle s'effondre. Alors Blade se précipite pour l'aider, mais Yoon explique qu'il n'avait que 14 jours à vivre, et maintenant c'est terminé. Pendant ce temps, dans la cachette des clones, Elisa examine les documents sur la façon dont les clones ont été fabriqués et se rend compte qu'ils ont eu de la chance de tenir aussi longtemps. Claire essaie alors de guérir Yoon, mais se rend compte que cela ne fonctionne pas, alors Blade demande des informations sur le créateur des clones. Mais Elisa annonce qu'ils ont trouvé son corps, mais qu'il est mort avant la naissance des clones. Quand Blade demande s'il y a quelque chose à faire, Elisa dit qu'il lui faudra du temps, mais comme ils n'en ont pas, Sophie leur demande de rassembler les clones. Elle dit ensuite à Yoon qu'il existe un moyen de les garder en vie. Après avoir transmis des informations à Sophie, en lui embrassant le front, Yoon active son pouvoir de héros artificiel. Sophie demande alors à Blade de prendre le contrôle du pouvoir activé et il transfère les âmes des clones en elle. Plus tard, alors que Blade récupère dans une clinique, Sophie vient voir s'il se sent mieux, mais quand elle menace de mettre fin à Blade dès qu'il ira bien, Blade se rend compte qu'il ne parlait pas à Sophie. Finalement, lorsque Sophie est en ligne, elle dit que c'est comme avoir 6 enfants. Ensuite, Jill obtient un nouveau monstre et s'amuse à regarder ses élèves essayer de le vaincre. Cependant, après de nombreux essais, la bête continue de tourner leurs efforts en ridicule. Juste au moment où les élèves étaient à bout, le monstre est mis KO d'un seul coup par Blade, ce qui effraie les élèves. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin, embrouille les faux fans en commentant Léonard déchire. Et si tu aimes les résumés d'animes comme celui-ci, alors regarde cette vidéo juste ici. Tout commence le premier jour à l'école, quand Blade fait une scène joyeuse et se présente à certains étudiants, espérant se faire 100 amis. Tout à coup, le meilleur élève, Ernest, arrive et commence à faire la leçon à tout le monde sur le respect des règles et des règlements. Donc une élève nommée Cassim explique qu'elle est une casse-pied. Quand les étudiants expliquent qu'il est en fait un étudiant transféré, Ernest se demande s'il a piraté le portail des admissions puisque l'école n'admet que des personnes destinées à être des héros. Cependant, Blade lui demande de lui montrer le chemin vers le bureau du directeur pour changer de sujet.